qu'on a vu une hausse assez importante cette année des phénomènes de phishing, et avec un peu l'impression qu'avant ça touchait une certaine catégorie de personnes, notamment des seniors, et vraiment aujourd'hui ça touche tout le monde et de plus en plus les jeunes. Tout ce qu'on fait en ligne, ça laisse des traces. Donc on laisse parfois des données sans le savoir, et puis on le fait aussi parfois sans réfléchir parce qu'on est encouragé à partager des choses. Donc si déjà on est un tout petit peu vigilant, qu'on réfléchit avant de poster, qu'on paramètre bien ses comptes et qu'on a un mot de passe solide, franchement, on se protège déjà beaucoup. Avoir une vie privée en ligne, vous avez dit ? Et si ça n'était pas si absurde que ça ? Une chose est sûre, Internet, c'est devenu méga flippant. Entre les faux SMS de colis, les appels de banque, les emails piégés, les sites miroirs, les arnaques en ligne font clairement partie de notre quotidien. Et pour preuve, on a tous été concernés par une de ces arnaques au moins une fois au cours de ces 6 derniers mois. Et même celles et ceux qui se pensaient jusque-là à l'abri, il serait temps d'être un peu plus vigilants. Pendant qu'on partage et expose toujours plus de données personnelles, les escroqueries boostées à l'intelligence artificielle ont, elles, explosé de plus de 1200% en seulement un an. Des arnaques toujours plus sophistiquées, capables de s'adapter à nos usages et surtout à nos vulnérabilités. Alors, est-il déjà trop tard pour reprendre le contrôle de notre vie privée en ligne ? Dans cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre d'Axelle Dezin, la directrice de l'association Internet sans crainte, une asso engagée pour la sensibilisation et l'éducation au numérique, pour comprendre comment préserver encore sa vie privée sur Internet en 2026. On ne pense pas toujours effectivement que quand on partage une photo, on partage beaucoup de choses. On partage peut-être des informations sur son adresse, l'établissement ou l'endroit où on travaille, sur un lieu de vacances. Et puis on va partager aussi des données de localisation et peut-être des informations aussi sur ce qu'on possède. Donc finalement, on donne déjà beaucoup d'informations à la personne qui va voir cette photo. Et ça peut éventuellement se retourner contre nous. Alors oui, même quand on pense avoir déjà pris les dispositions nécessaires, on expose en fait beaucoup plus de données qu'on ne le pense sur Internet. D'ailleurs, selon une étude du Human Clarity Institute, près de 47% des internautes déclaraient en 2025 ne pas comprendre clairement comment leurs données personnelles sont collectées et utilisées en ligne. Et le paradoxe est là, puisqu'en parallèle, près de 80% de ces mêmes internautes se disent préoccupés par l'utilisation de leurs données. Peut-être le plus gros danger, c'est nous-mêmes et le fait de partager des choses peut-être un peu trop rapidement, un peu trop spontanément, sans se dire à qui je les partage vraiment. Donc d'avoir vu un peu quels sont ses contacts, où est-ce que je les partage aussi et quelles données l'application va utiliser. Et puis peut-être de vérifier, est-ce que le micro est activé, est-ce que la géolocalisation est activée. Et finalement, on partage peut-être beaucoup plus que ce qu'on pense au moment où on agit. Chaque jour, ce sont donc des milliards de données personnelles, comme la localisation, mais aussi des données basées sur nos habitudes et nos interactions au quotidien, qui transitent via les plateformes, souvent sans que l'on en mesure vraiment la portée. On se rend compte, quand on en parle, que ce soit en conférence par an avec des ateliers auprès des jeunes, que plus de 80% ont la géolocalisation activée sur leurs applications et ils ne savaient même pas, et sans se dire aussi quel est le risque. Surtout que de plus en plus, en fait, on a tendance à géolocaliser ses enfants, donc on a l'impression que c'est normal et banalisé. Et en même temps, par exemple, quand on est sur une appli comme Snap, et qu'on commence à échanger avec des inconnus, si on est géolocalisé, en fait, les personnes peuvent très facilement nous retrouver. Les internautes l'affirment, votre localisation pourrait être désormais accessible à tout Internet en fonction des paramètres de sécurité que vous avez sélectionnés. Arrivé en France début octobre, une nouvelle fonctionnalité vous permet en effet de localiser en temps réel vos amis sur Instagram. Cette carte est accessible via votre boîte de réception des messages privés, mais la fonctionnalité permet aussi de consulter des posts publiés dans certains lieux tendances, comme les festivals ou les quartiers très fréquentés. Le partage de nos données ne passe pas seulement par nos choix individuels, mais aussi par les fonctionnalités et les politiques mises en place par les plateformes. Meta a mis en place effectivement cette année, a cherché à mettre en place aussi un système de géolocalisation avec une carte. C'est problématique et il y a une vraie responsabilité de ces plateformes. D'abord parce que c'est leur modèle économique quand même de collecter nos données, c'est comme ça qu'elles vivent. Avec ces données, elles vont pouvoir les revendre, gagner de l'argent. Ça a tendance aussi à normaliser le fait d'être géolocalisé et non, ce n'est pas normal de l'être. On doit pouvoir choisir de l'être ou non et surtout d'avoir conscience que quand on le fait, ça peut nous exposer à certains dangers. Je vous félicite, vous êtes depuis ce matin officiellement contributeur au développement de l'intelligence artificielle de Meta. Le groupe a en effet mis à jour sa politique de confidentialité en Europe. Concrètement, vos contenus publics, vos photos, vos likes, vos commentaires peuvent désormais être passés à la moulinette des algorithmes et pas pour le plaisir des souvenirs, mais pour construire l'IA maison, Meta AI. La plupart du temps, en fait, les gens ne vont pas dans les paramètres
de leur compte pour voir tout simplement comment ils peuvent se protéger. Donc ça devrait presque être un réflexe quand on s'inscrit et même le faire régulièrement. En termes de réglage, il y a quelques réflexes à connaître. Le premier, c'est vraiment à qui je partage mes contenus. Donc vraiment aller voir ses contacts, surtout si on a un compte public par exemple, ça veut dire qu'on partage à tous. Il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Ensuite, de voir les applis qu'on a et ce qu'elles collectent. Et aussi, quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est les conditions d'utilisation des différents services et de se rendre compte un peu de quelles données elles collectent par défaut. C'est déjà une bonne manière de se protéger. Malgré les alertes répétées en 2025, la série de chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 restait encore le mot de passe le plus retrouvé parmi les bases d'identifiants volés, soit près de 3,7 millions de fois. Et pire encore, les 1000 mots de passe les plus courants suffisent à accéder à près de 91% des services en ligne. Le constat est sans appel. Jeunes ou moins jeunes, nous sommes encore beaucoup trop négligents quand il s'agit de choisir nos mots de passe. On se rend compte que les mots de passe sont pas solides. Les 1, 2, 3, 4, les 00, les AZERTY, ce sont encore des mots de passe courants. Et quand on sait qu'en plus, nous on travaille beaucoup avec des ados, un tiers des ados ont déjà donné leur mot de passe, ne serait-ce que par exemple pour garder leur flamme sur Snapchat. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut effectivement lutter. Un bon mot de passe, c'est facile. C'est pas un mot, c'est une phrase. Donc ça va être quelque chose qui va être complexe à détourner, mais facile à retenir. Par exemple, mon chat adore les croquettes. Et puis, on va rajouter des majuscules, ça peut être au début de chaque mot. Et puis, on va rajouter un symbole et au moins un chiffre. Et là, on est sûr d'avoir un mot de passe robuste. Choisir un mot de passe solide, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Il existe des gestes simples et essentiels à adopter au quotidien pour réduire les risques et reprendre le contrôle de ses données. Alors, c'est très important de faire les mises à jour de sécurité des téléphones, de son ordinateur, parce qu'en fait, ça va venir corriger des failles. Donc je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme si la porte de chez vous, vous protégez avec une porte en bois uniquement, alors qu'en fait, vous pourriez avoir accès à une porte blindée. C'est exactement la même chose de mettre à jour tout ce qui permet la sécurité. Mettre un code, c'est vrai que c'est un peu systématique aujourd'hui, donc un code ou la biométrie, donc c'est la reconnaissance faciale ou avec ses doigts, ça c'est quand même une excellente protection. Verrouiller aussi automatiquement son écran pour éviter que si quelqu'un récupère, il puisse accéder facilement aux données. Ça, c'est déjà des excellents réflexes. Selon l'ANSSI, plus de 80% des cyberattaques commencent aujourd'hui par un simple email frauduleux. C'est ce que l'on appelle du phishing. Mais alors, pourquoi y sommes-nous si vulnérables ? Le phishing, c'est une arnaque dont le but en général est de collecter des informations, des données bancaires. Donc, ce qu'ils vont utiliser, ce qu'ils ont besoin, c'est que vous réagissiez très très vite. Donc en général, ce sont des messages qui vont demander une action pressante, qui vont faire peur, qui vont inviter à cliquer sur un lien pour collecter des données. Donc si vous avez ces 3 éléments ou même un de ceux-là, c'est déjà suspect. Il vaut mieux éviter de cliquer. Les arnaques s'adaptent de plus en plus au profil des utilisateurs et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux attaques propulsées par l'IA. Les deepfakes, les sextorsions, les faux appels, ces arnaques touchent 65 à 70% des moins de 30 ans. Cette surexposition à ces arnaques s'explique notamment par une confiance excessive. On note que 70% des victimes pensaient pouvoir reconnaître une arnaque. La fréquentation des plateformes comme Discord ou Twitch augmente elle aussi le risque. Les contrôles de sécurité y sont limités et la rapidité des interactions pousse beaucoup de jeunes à prendre des décisions trop rapides. Les pièges qu'on voit le plus souvent, c'est quand même beaucoup par messagerie. Donc en ce moment, ce sont beaucoup les faux colis, les faux contacts bancaires. Et puis l'IA est venue mettre une nouvelle couche dans les formes d'arnaque, est venue massifier notamment tout ce qui peut toucher à l'intimité, à l'image d'autrui, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, donc on peut se retrouver piégé beaucoup plus facilement. On a vu en fait un phénomène d'arnaque qui s'est énormément accentué et qui touche particulièrement les jeunes. Et avec l'IA, c'est le fait de facilement dénuder en fait des personnes. Il suffit de récupérer une photo de profil et là où avant les arnaqueurs cherchaient à gagner la confiance pour récupérer des contenus dénudés afin de faire du chantage ensuite, ils n'ont plus besoin de ça. C'est-à-dire qu'ils prennent une photo, ils créent cette image dénudée et nous, face à l'émotion de recevoir cette photo, on ne se pose même pas la question de savoir si elle est vraie, si elle existe ou pas. Et on peut être tenté de payer. C'est une arnaque qui est extrêmement courante et qui s'est massifiée justement avec l'IA et dont les jeunes sont particulièrement victimes. L'IA aujourd'hui permet aussi de copier l'image de quelqu'un, la voix de quelqu'un. On voit notamment des parents s'être fait arnaquer avec un message vocal qui ressemble à la voix de leur enfant. Donc on voit que la technologie elle avance et elle permet malheureusement aux arnaques aussi d'être beaucoup plus sophistiquées. Donc ça nécessite d'avoir cet esprit critique et toujours ce petit niveau de vigilance. Même si on s'est préparé à certaines formes d'arnaque, il faut toujours se dire qu'il y en aura des nouvelles. Donc
entraîner cette vigilance, c'est un bon réflexe à avoir. C'est aujourd'hui un vrai business de l'arnaque qui se passe souvent dans des pays étrangers, donc c'est pas toujours facile de remonter les filières. Donc ça nous demande effectivement tout simplement d'être vigilant et comme je l'ai dit, dès que ça presse, dès que ça fait peur, dès que ça invite à cliquer trop rapidement, c'est suspect. Donc dans ces cas-là, surtout ne pas répondre. Évidemment, cette image est fausse. Ce sont des arnaqueurs qui vont tout simplement passer à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que la personne réponde. C'est extrêmement déstabilisant, mais il ne faut surtout pas réagir. Voire même, on supprime le contact pour qu'il évite de recommencer. C'est un business qui est tellement massifié qu'il faut qu'ils aient en tête que leur petite personne, en fait, elle n'intéresse pas les arnaqueurs. Ils viennent nous toucher finalement avec quelque chose d'extrêmement intime, souvent, qui vont se dire « oh là là, on me connaît », mais en fait, pour eux, c'est quelque chose d'automatisé. Donc si on ne réagit pas, ils sont déjà passés à quelqu'un d'autre. Ce sont des délits, ce sont des choses qui sont interdites, donc il ne faut pas hésiter à porter plainte, à dénoncer, à partir du moment où vous vous rendez compte aussi que c'est du contenu, de photos à vous, des contenus personnels qui ont été partagés, réutilisés. Vous pouvez contacter Pharos, vous pouvez contacter des associations comme Point de Contact qui sont là pour justement traiter les contenus illégaux qui touchent particulièrement les victimes. Donc il ne faut pas hésiter à contacter ces services et surtout à porter plainte. Il faut vraiment tordre cette idée reçue qu'il n'y aurait que les seniors qui seraient touchés par ce genre d'arnaque parce que moins en maîtrise du numérique. Mais au contraire, en fait, les jeunes, ils se sentent peut-être souvent plus en maîtrise, donc plus confiants et ils vont moins activer certaines vigilances et plus être aussi dans l'immédiateté de la réaction. Et les arnaqueurs savent très bien ça. Et ils ne vont pas cibler les mêmes publics et avoir les mêmes arnaques en fonction des personnes qu'ils adressent. Donc ça demande à tout le monde d'être vigilant. C'est pas parce que c'est virtuel que ce ne sont pas des vraies arnaques. Pour aller plus loin et apprendre à toujours mieux se protéger en ligne, Internet sans crainte est là pour vous accompagner au quotidien avec des programmes accessibles à tous. Sur internetsanscrainte.fr, vous avez plein d'articles conseils, des outils aussi pour pouvoir aborder ces sujets avec des plus jeunes, avec des membres de la famille. Et on est très présent aussi sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, on fait de la formation, on fait aussi des ateliers auprès des parents notamment, auprès des jeunes qui sont le public auquel on s'adresse le plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la cybersécurité, ce ne soit pas un mot complexe, que ce soit quelque chose d'accessible, qui soit à la portée de tous et de transmettre en fait à tous des bons réflexes qui permettent de profiter de ce que Internet peut nous apporter de meilleur. Il n'est jamais trop tard pour protéger ses données. Allez voir ses paramètres pour sécuriser, changer son mot de passe pour s'assurer qu'il soit solide et surtout, je pense, activer ce petit doute, ce petit moment de vigilance, peut-être qui nous manque parfois avant de partager un contenu ou avant de cliquer trop vite sur un message qu'on reçoit. Ça, c'est des réflexes qu'on peut activer à tout moment et à transmettre aussi aux autres comme bonne pratique.